Bienvenue à tous. En plein débat sur les récidivistes, les décisions que rendra demain le tribunal d'application des peines d'Arras prennent un relief très particulier. Il s'agit en effet de répondre aux demandes de libération de deux détenus exceptionnels. Lucien Léger, le plus ancien prisonnier de France, 41 ans derrière les barreaux, et Nathalie Ménigon, ancienne militante du groupe Action Directe. Liberté conditionnelle, maintien en détention, suspension de peine, loi Kouchner, pour qui, pourquoi, jusqu'où? Pour répondre à ces questions, Daïna Le Guénan, elle a été victime d'un multirécidiviste poursuivi aujourd'hui pour de multiples viols et crimes, Michel Fourniret, Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Francis Vuillemin, avocat de Maurice Papon, qui a bénéficié de la loi Kouchner pour sa libération, Gabriel Muesca, président de l'Observatoire international des prisons. Revenons d'abord sur cette loi Kouchner avec Isabelle Marie. C'était en juillet 2000, les parlementaires dénonçaient dans deux rapports la situation des détenus malades ou âgés, posant concrètement la question de la mort en prison. Depuis, il y a eu la loi sur le droit des malades, mais selon ACT UP, la procédure reste très longue. Il faut faire appel à un avocat qui doit déposer un recours devant le juge d'application des peines, passer devant une commission d'experts médicaux et seulement après le juge statue. Donc on a des gens qui sont en échappement thérapeutique, sur lesquels les médicaments ne marchent plus, qui sont en train de mourir en prison et qui ont fait une demande depuis plus de 5 mois, 6 mois. Pour Véronique Vasseur, ancien médecin-chef à la prison de la Santé, cette loi n'est qu'un début. Il y a encore beaucoup de détenus qui ont soit des cancers généralisés, des sida phase terminale, mais il y a aussi des gens dont le maintien en détention n'est pas possible parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont en fauteuil roulant, parce qu'ils sont grabataires. Il faut sortir, mais avec une structure d'accueil qui puisse les accueillir, et c'est ça qui est compliqué. Tout est effectivement compliqué dans ces dossiers. Pour éclairer le débat avec vous, maître Henri Leclerc, on va faire un petit peu de pédagogie. Suspension de peine, liberté conditionnelle, loi Kouchner, quelles sont les principales différences, rapidement? La suspension de peine est la libération conditionnelle est une mesure qui existe depuis plus de 120 ans. C'est une mesure qui est destinée à éviter la récidive pour les gens qui présentent des gages de réinsertion sociale et qui peut être prononcée après l'expiration de la période de sûreté, soit à mi-peine, lorsque la moitié de la peine a été accomplie pour les détenus qui sont condamnés pour la première fois, soit à 2/3 de peine pour les détenus qui sont condamnés à la deuxième fois. Ce qui est en cause, c'est donc l'avenir et le fait d'éviter la récidive. La suspension de peine, qui résulte de la loi Kouchner, est une mesure qui consiste pour les condamnés dont le pronostic vital est en cause ou qui présentent une condition durable incompatible de santé incompatible avec la détention, la formule est à peu près celle-là, oui. De les libérer compte tenu de leur état de santé, qui est totalement incompatible avec la détention ou qui est le pronostic vital, c'est-à-dire qu'ils vont mourir très prochainement. Oui. C'est donc deux mesures qui ont de nature tout à fait différente. Alors, globalement, cette loi Kouchner, puisqu'on en parle, quel bilan en faites-vous, maître Vuillemin? Le bilan, il est trop tôt pour le faire. Ce que je sais, c'est que la libération de Maurice Papon... mars 2002, quand même, ça fait plus de 5, ça fait la libération de Maurice Papon en septembre 2002, ça fait bientôt 3 ans, au-delà de la polémique, a ouvert en tout cas la possibilité à d'autres avocats, pour d'autres détenus, d'utiliser cette loi. Qu'elle soit insuffisamment appliquée, insuffisamment effective, c'est certain, mais enfin, elle existe. Et il n'appartient qu'à ceux qui ont la charge de détenus, je parle des avocats malades ou âgés, d'exercer les recours dont il faudrait probablement raccourcir les délais, effectivement, car dans certaines circonstances, on l'a vu dans votre reportage, 5-6 mois de procédure, c'est peut-être le temps qu'il faudra à la personne pour mourir ou pour... la personne peut avoir besoin de soins immédiats. Or, en prison, on n'est pas soigné. Oui. Gabriel Muesca, je suppose que vous êtes d'accord avec ce constat? Vous le faites aussi? Il y a un chiffre à rappeler, c'est que sur 436 demandes de suspension de peine qui ont été faites à ce jour, uniquement 173 personnes, je dis bien 173, ont bénéficié de la suspension de peine. Donc un tiers environ. On peut faire un bilan aujourd'hui effectivement de l'application de cette loi. Elle est sous-utilisée. Le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales, 3 ministères qui sont directement concernés par l'application de cette loi, savent exactement où pêche
cette question et quelles réponses doivent être apportées. Malheureusement, on constate que les décisions politiques ne sont pas prises et qu'on ne favorise pas l'application, la pleine application de cette loi. Daïna Le Guénan, je voudrais votre témoignage. Vous avez donc été violée par Michel Fourniret alors que vous aviez 14 ans. C'est bien ça. On va reparler de cette loi Kouchner, parce que là, c'est pas du tout le cas pour votre affaire. Vous êtes d'accord pour faire libérer ces détenus malades ou en fin de vie, quel que soit le crime qu'ils aient commis? Moi, j'ai pas un avis qui aille dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je me dis, par exemple, Michel Fourniret va être jugé en théorie dans 1 an. Il a 63 ans. Il est jugé pour un certain nombre de faits. Enfin, il va l'être. S'il prend en perpétuité et que dans 15 ans, il est malade et qu'on estime qu'il faut le faire sortir, il sortira. C'est ça. S'il est gravement malade. Et ça vous ne supportez pas cette idée? Non, je ne supporte pas, parce que les familles, moi je me mets à la place des victimes. Les familles, elles vivent avec la douleur tous les jours, elles vivent avec leur souffrance et on s'en occupe pas. Alors moi, j'ai pas le langage juridique, je ne maîtrise pas ça. Moi, je reçois la douleur des familles de victimes qui, elles, ne peuvent pas comprendre qu'ils sortent, que ces gens-là sortent. Il y a des gens qui n'ont rien à faire en prison, ça je suis entièrement d'accord, mais il y en a d'autres qui ferait mieux d'y rester, je crois. Alors, vous vous souvenez des cas très importants où on n'est pas dans le droit, effectivement, mais dans l'émotion, on est dans le côté des victimes. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Maître Leclerc? On partage votre émotion. Il est bien évident que la première chose que nous avons, c'est que nous sommes solidaires de gens qui ont souffert ce que vous avez souffert. Et c'est insupportable, et c'est insupportable pour nous tous. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est la loi. La loi veut prendre en considération les gens dont le pronostic vital est impossible. C'est vrai que la première application de la loi a été faite pour quelqu'un qui posait, je dirais, le plus lourd des problèmes, puisque c'est quelqu'un qui avait été condamné pour crime contre l'humanité, pour complicité de crime contre l'humanité. Donc ça posait le plus lourd des problèmes. Eh bien, la loi a été appliquée et la Cour de cassation a expliqué que la gravité des faits eux-mêmes ne pouvait pas être prise en considération. La seule chose qui est à prendre en considération, c'est l'état de santé de la personne. Et ça, c'est un concept général de dignité humaine qui est un concept qui nous dépasse tous également et qui fait que ce n'est pas un bénéfice qu'on donne à la personne. Oui. C'est simplement que la dignité fait que la prison n'est pas faite en définitive pour que les gens y soient en mœurs de la prison. Oui. Voilà le problème. Je voudrais revenir sur cette idée de dignité humaine avec vous. Qu'est-ce que ça signifie, dignité humaine? La dignité humaine, je veux dire, quand on a Fabienne Leroy qui prend une balle en plein cœur, quand on a Manania Tumpong dont on n'arrête pas de retrouver des ossements, qui n'est même pas enterré, elle est où la dignité humaine? Pour ces victimes, elle est où? Mais je vais vous dire quelque chose. Ces hommes ont porté atteinte terriblement à la dignité humaine. Ils méritent pour ça les plus lourdes des punitions. Mais pour autant, nous devons faire passer la dignité humaine au-dessus de tout, y compris la dignité humaine de ceux qui n'ont pas respecté la dignité humaine des autres. C'est ça, madame, la démocratie, la civilisation. Alors, Francis Vuillemin, c'est une question d'humanisme. Henri Leclerc l'a bien exprimé. La prison ne devrait être que la privation de liberté. Or, elle est plus et autre chose. Comme je l'ai dit, en prison, on n'est pas soigné. Donc, est-ce que l'exécution d'une peine doit conduire à l'interdiction pour un homme, car le détenu reste un homme, à l'interdiction d'être soigné, à la privation du droit de mourir avec sa famille? Je dis non. Alors, il y aurait peut-être une amélioration à apporter à cette loi. C'est de faire participer les victimes, par l'intermédiaire de leurs avocats, au processus. C'est ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy, c'est ça? Oui. Peut-être, exactement. Qu'au moins les victimes et leurs avocats, dont on peut imaginer que souvent elles s'opposeront à la libération, souvent, ça ne veut pas dire toujours, mais cette mesure permettrait au moins que, participant au processus, elles comprennent les raisons objectives, médicales, dramatiques, pour lesquelles on va suspendre une peine. Comprendre au moins. Car pour le moment, l'état du droit fait que les victimes ne sont même pas destinataires, n'ont même pas connaissance, par exemple, des rapports d'expertise médicale.
Ce qui est assez anormal. Alors, sur ce point, rapidement, puis on va revenir après sur l'ensemble du problème. Daïna Le Guénan, vous seriez d'accord à participer d'une manière ou d'une autre à la décision concernant une remise en liberté? Je pense que ça doit être extrêmement difficile. Je ne sais pas si je serais d'accord. Parce que je ne crois pas qu'on puisse être objectif. Enfin, j'en suis pas convaincue. Ah non, moi je sais que si on m'avait demandé mon avis à ce moment-là pour Michel Fourniret, je m'y serais opposé. Gabriel Mouesca, comment répondre à ces préoccupations que tout le monde comprend? Est-ce que la remise en liberté apporte quelque chose finalement de concret à la société, dans le cas notamment des récidives? D'abord, je pense qu'il faut, on peut tous reconnaître la dignité des propos tenus par Madame ces derniers instants, parce qu'effectivement, elle reconnaît que personnellement, elle ne pourrait pas accepter l'idée de donner son feu vert à la sortie de quelqu'un qui a porté atteinte à sa propre dignité, qui l'a fait souffrir. Mais on devine derrière ces propos-là qu'elle est bien consciente qu'elle vit dans une société, et qu'entre la victime que vous représentez ici et le bourreau, la personne qui a commis cet acte tragique, dramatique, horrible, oui, et qui a récidivé ensuite, les intérêts de la société. Oui. Et je pense que, à demi-mot, vous avez bien dit que, eh bien, heureusement qu'on n'est pas dans une société de la loi du talion où on oppose la souffrance de la victime à une souffrance imposée au bourreau en prison, et qu'effectivement la société fonctionne de telle façon que, bien, on se dote d'outils qui permettent bien que la société se régule et régule les dysfonctionnements. Donc vraiment, je tiens à souligner la responsabilité de Madame. Pour ce qui est de la liberté et la mise en liberté, que ce soit avec la suspension de peine, pour lequel effectivement il faut rappeler, la suspension de peine est une loi dont l'esprit est, j'allais dire, humanitaire. C'est pour la réinsertion, voilà. C'est ça. Voilà. Et que la loi s'applique à tous. Et on a parlé de M. Papon. Moi, je voudrais parler de l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui à une phase c'est ce qui s'est passé concrètement pour Michel Fourniret. On voit ce qu'il a fait après. Donc, Maître Villemin. Attention, la loi sur la suspension de peine. En suspension de peine. La loi sur la suspension de peine, la loi Kouchner, n'est pas faite pour la réinsertion. C'est pas la loi Kouchner. La libération conditionnelle. On parle pas de la loi Kouchner. La libération conditionnelle est destinée au futur, permettre une réinsertion. La loi Kouchner sur les droits des malades, elle, ne permet aux détenus que de se faire soigner ou de mourir en prison, avec cette précision que ce n'est qu'une suspension de peine. C'est-à-dire que dans l'hypothèse d'une maladie grave dont est frappé un détenu qui conduirait à sa libération, cette suspension de peine pourrait prendre fin dans l'hypothèse où sa maladie serait guérie. D'ailleurs, il y a un suivi. C'est-à-dire que Maurice Papon, pour prendre son exemple, à la suite de sa libération, a fait l'objet d'une, puis une deuxième expertise médicale qui d'ailleurs, l'année suivante et l'année d'après, toutes ont conclu de la même façon. L'incompatibilité durable de son état avec la détention. Donc ce n'est que temporaire, ce n'est qu'une suspension. D'accord avec ça, incompatibilité avec une détention? Peut-être. Peut-être. Donc c'est quand même un pas en avant. Je dis qu'il y a peut-être aussi des détenus qui sortiront peut-être plus vite que d'autres. En tout cas, cette suspension de peine, ils l'auront peut-être plus vite que d'autres qui, eux, sont malades. Je veux dire, des détenus âgés et malades en prison, je crois qu'il y en a beaucoup d'autres que Maurice Papon. Oui. Voilà. Face à un acte inhumain que vous avez subi, on peut apporter une réponse humaine, finalement. Alors écoutez, moi je vais pas trop parler du procès Fourniret, d'abord celui qui aura lieu parce que voilà, mais il faut quand même savoir que quand on parle de libération conditionnelle, quand on parle de récidive, Fourniret était quand même connu des services de police depuis 1966. Voilà. Donc après on efface au bout de 10 ans les casiers, donc les peines ne se retrouvent pas. En 82 il m'agresse, en 84 il se fait arrêter, en 87 il est jugé, il avoue 17 agressions. Et il ressort de prison. Et il commet ensuite la série de crimes qu'on connaît, pour lequel il va retourner devant la justice. On en reparle juste après le journal sur LCI. À tout de suite.
En plein débat sur les récidivistes, le tribunal d'application des peines d'Arras décidera demain du sort de deux détenus exceptionnels, Lucien Léger, le plus ancien prisonnier de France, et Nathalie Ménigon, ex-Action Directe. Nous parlons aujourd'hui de liberté conditionnelle ou de maintien en détention, de suspension de peine, de loi Kouchner avec nos invités, Daïna Le Guénan, qui a été victime de Michel Fourniret, Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Francis Vuillemin, avocat de Maurice Papon, Gabriel Muesca, président de l'Observatoire international des prisons, et nous serons en ligne dans un instant avec Henri Juramy, avocat de la famille du général Audran, assassiné donc par Action Directe. Je vous propose d'ailleurs à ce propos d'écouter Joëlle Aubron, qui a été remise en liberté il y a peu de temps. Moi, je suis contre l'idée que nous luttions contre la société. Si vous voulez, je luttais pour la société. On ne paye jamais la mort délibérée d'un être humain. Donc non, ça se paye jamais, si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Alors, est-ce que vous méritez de sortir? Oui, je pense que oui. À partir du moment où on a terminé sa peine de sûreté, on est en droit de sortir, et qu'on a un dossier conditionnel qui tient, on est en droit de sortir. Joëlle Aubron, interrogé par Mathilde Pasinetti. Il y a dans ses propos et dans ceux également de Nathalie Ménigon une évidente absence de repentir. Est-ce qu'à vos yeux, un repentir est nécessaire pour une libération? Maître Leclerc. La notion de repentir est une notion qui n'est pas une notion de droit. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir s'il y a un repentir ou s'il n'y a pas un repentir. Ça, c'est un problème qui concerne la conscience des personnes. Le problème est de savoir s'il existe des gages objectifs de réinsertion sociale. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte et c'est ça qu'exige la loi. Est-ce que il y a dans le comportement de la personne, dans son projet d'avenir, est-ce qu'il y a un gage de réinsertion sociale? C'est ça que doivent voir les juges. Et ça, lorsque la vérification est faite, on sait que ça marche. C'est-à-dire qu'on sait que la libération conditionnelle, depuis 120 ans, a réduit la récidive, dans des conditions considérables. Bon, donc le problème, c'est effectivement celui d'un projet et c'est celui d'un suivi. Henri Juramy, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille du général Audran. Oui. Que pense la famille de cette possibilité de libérer Nathalie Ménigon? La famille Audran ne veut pas s'exprimer sur ce point. Elle considère que la justice est saisie, qu'elle fait son travail, point. Voilà. Elle n'a pas de commentaire à apporter à cette à cette libération. Vous voulez dire que si les éléments dont on parlait un instant avec le maître Leclerc sont réunis pour la libération de Nathalie Ménigon, la famille acceptera? Non, la famille ni n'acceptera ni n'acceptera pas. La famille enregistre, prend acte des décisions de l'autorité judiciaire. Voilà. Elle veut absolument s'en tenir là. Le général Audran était bien entendu un homme qui respectait la loi et sa famille en fait tout autant. À partir du moment où la justice est saisie, il ne s'agit pas d'accepter ou de refuser. La justice est un pouvoir judiciaire et la famille Audran accepte les décisions du pouvoir judiciaire. Ce qui ne veut pas dire qu'elle accepte le principe d'une libération. C'est complètement différent. Alors, on en parlait à l'instant avec Maître Leclerc, pas de repentir chez les anciens membres d'Action Directe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'en pense que, comme vient de dire Leclerc, si on a un projet qui est bon, on peut accéder à la libération conditionnelle. Mais je crois que c'est pas le cas des membres d'Action Directe qui revendiquent leur action, qui n'ont pas de remords et qui sont prêts à recommencer. Alors à partir du moment où on sait que des gens sont lâchés dans la nature et qu'ils sont prêts à assassiner, eh bien on peut dire qu'ils ne sont pas en état d'être mis en liberté conditionnelle. Voilà. Merci beaucoup, Maître Juramy, d'avoir été avec nous. Gabriel Muesca, peut-être, souhaitez-vous répondre? Restez avec nous, Maître Juramy. Je suis étonné qu'un avocat puisse dire que ces personnes vont être lâchées dans la nature. On parle bien d'une liberté conditionnelle, et dans le terme, on dit bien conditionnelle. Et ces personnes, que cela soit pour Madame Ménigon ou d'autres personnes, eh bien, il y a effectivement des conditions qui font que l'État continue à avoir un regard. Et donc l'État, j'ai dire,
exercer la population, avoir un regard sur ces personnes-là. Donc, il faut préciser ça. Il faut préciser aussi que on parle de la famille qui respecte la loi. On ne demande que ça, que l'on respecte la loi. Et que l'on s'appelle Madame Ménigon ou Monsieur Dupont, la loi est pareille pour tous. Et on demande l'application de la loi pour tous. Oui. Maître Jérami est toujours avec nous? Oui. Vous souhaitiez répondre? Oui. Si ces gens ne veulent plus assassiner, qu'on fasse ce qu'on a à faire. Mais avant de le faire, il faut s'assurer du fait qu'ils ne veulent plus assassiner des gens innocents. Voilà. Merci, Maître Jérami, d'avoir été avec nous. Francis Vivien, vous souhaitez ajouter? Oui, l'absence de remords, de repentir, de repentance, qui est de l'ordre moral, ne signifie pas volonté de réitérer une infraction. En toute hypothèse, comme ça a été dit tout à l'heure, la libération conditionnelle tend à réduire les risques de récidive. Donc c'est un point fondamental, avec cette précision que si une libération conditionnelle n'est pas prononcée, en toute hypothèse, 3, 4 ans, 5 ans plus tard, la personne sortira inéluctablement, avec toujours ce risque possible de récidive qui n'aura pas été réduit grâce à la libération conditionnelle, dont par hypothèse, dans le cas où elle n'aurait pas été prononcée. Tout cela pour dire que le problème de la récidive, qu'il y ait libération conditionnelle ou pas libération conditionnelle, mais purge totale de la peine, se posera de toute façon et inéluctablement. Sinon, la seule solution, ce serait de condamner à perpétuité tout le monde pour n'importe quelle infraction. Oui. Vous êtes tous les trois d'accord avec cette analyse? On réduit la récidive? Oui. Ce sont des chiffres qui sont... c'est incontestable. C'est incontestable. Oui. C'est contestable, j'allais dire, les statistiques sont là, les personnes qui suivent ces affaires-là démontrent bien que la liberté conditionnelle fait baisser de 50% la récidive. Nous avons le Conseil de l'Europe aussi qui dit que la meilleure façon pour éviter la récidive, c'est l'application de la liberté conditionnelle. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, et malheureusement c'est d'actualité, que la France se mette au banc de l'Europe en appliquant des textes qui sont totalement contraires à ce que le Conseil de l'Europe suggère et souhaite pour l'ensemble des États de l'Europe. Henri Leclerc. Moi, je veux dire que j'ai connu dans ma vie, ma longue vie professionnelle, des gens qui ont été connus pour des crimes abominables, qui ont été placés en libération conditionnelle et qui ont fait des réinsertions exceptionnelles. Ça, je tiens à le dire parce que c'est un témoignage important. C'est essentiel de savoir que cela existe. Et j'ai connu des gens qui n'ont pas eu de libération conditionnelle et qui ont récidivé. Et donc... il faut bien voir où est la question. C'est l'aide. La libération conditionnelle, c'est une condition, comme le disait Gabriel Mouescat tout à l'heure. C'est une condition. C'est-à-dire qu'il faut que les gens accomplissent un certain nombre de choses. Il y a une aide, une surveillance. Si, effectivement, la libération conditionnelle est conçue sans qu'on mette les moyens, qui sont les moyens nécessaires à la libération conditionnelle, alors... effectivement, c'est une mesure qui n'est pas satisfaisante en soi. Et le problème est là. Le problème n'est pas de supprimer la libération conditionnelle. Le problème n'est pas celui de mettre des peines planchées. Le problème est celui de donner les moyens suffisants pour que la libération conditionnelle soit efficace. On va reparler de ces conditions sans doute à améliorer pour le suivi des libérés. Daïna Le Guénan, quel est votre commentaire sur ce qu'on vient de dire? Apparemment, on évite qu'il y ait davantage de récidivistes en prononçant des décisions de libération anticipée ou conditionnelle. Pardon, sur quel type de délinquance? Enfin, sur tout. Tous. Et même, vous voyez, la délinquance dont vous parlez, qui est sans doute la délinquance la plus outrageante à la dignité. C'est vrai, c'est ce qui nous révolte le plus profondément. La plus outrageante à la dignité et je crois la moins prise en compte par la justice. Ah, je crois qu'elle l'est beaucoup. Ça évolue, maintenant. Mais... Vous savez, je crois qu'elle l'est beaucoup et que les peines sont très sévères. Daïna Le Guénan, juste une seconde. Daïna Le Guénan, vous racontiez tout à l'heure votre expérience justement vis-à-vis des enquêtes, vis-à-vis de la justice. Vous dites clairement que dans votre cas, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est même pas que mon cas. On était, je veux dire, on est face à quelqu'un qui est récidiviste depuis 1966, qui avoue 17 attentats à la pudeur et viol, qu'il les avoue lui-même. On arrive aux assises, il y a 8 victimes. Bon, il prend 7 ans. Il semble qu'en 87, effectivement, ce soit une grosse peine. Bon, voilà, encore une fois, nous, on n'est pas sur les mêmes échelles de valeur. Mais il est sorti 4 mois plus tard, en libération conditionnelle. Il était censé être surveillé. Il a été surveillé par personne,
puisqu'on lui a laissé, il a pu tuer 2 mois plus tard, il n'a jamais été inquiété de rien. Il n'a jamais été surveillé ensuite. Alors, je sais, on va me dire, et on n'arrête pas de me dire, Madame Le Guénan, c'était à l'époque. Mais bon, il y a des exemples dans l'actualité qui nous prouvent bien que la surveillance... Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins, il n'y a pas les moyens. C'est-à-dire que c'est bien, on pond des lois, on fait des tas de choses, on fait des tas de promesses, mais on ne donne pas les moyens. Mais vous êtes d'accord avec deux choses. Premièrement, les statistiques de récidive dans les cas de grande délinquance sexuelle ne sont pas plus forts qu'ailleurs, ils seraient même peut-être inférieurs. Ouais. C'est ce que disent en tout cas les spécialistes. Oui, mais c'est pas normal, comment ça se fait? Premier point. Attendez, interroger les criminologues à ce sujet, n'est-ce pas? Interroger des spécialistes de la statistique. Bon, ça c'est le premier point. Moi je la prends comme elle est, la statistique. Okay. Le deuxième point, c'est que ce qui est de dramatique, ce que vous contestez, ce n'est pas le principe de la libération conditionnelle dans ce cas-là. Ce n'est pas le principe. C'est le fait que la libération conditionnelle n'a pas été effectivement suivie d'un certain nombre de mesures. Là, effectivement, et c'est un problème de moyens. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner des moyens et non pas faire des lois. Oui, Gabriel Mouescas, bon, c'est insupportable ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, les choses sont claires. En tout cas, il ne faut pas légiférer. Des textes existent. On demande uniquement qu'ils soient appliqués. Et appliqués, ça veut dire qu'effectivement, l'État se dote de moyens financiers, humains, qui est une volonté politique marquée aussi d'aider, faire un accompagnement aux sortants de prison, parce qu'on sait très bien là aussi que tout se joue au sortir de la prison et les conditions de la récidive se jouent dans les premiers mois au sortir de la prison. Et aujourd'hui, malheureusement, eh bien, on voit que les conditions sont réunies pour qu'on laisse les gens au sortir de la prison sans rien. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, quelque part, organise la récidive à venir et organise, effectivement, mes propos sont très graves, mais je dis une question là qui est vraiment sur le fond extrêmement grave. Le manque de moyens fait aujourd'hui que on fabrique les récidivistes et donc les victimes de demain. Donc il faut arrêter le discours démagogique que l'on entend de plus en plus fortement ces dernières semaines. On demande uniquement qu'il y ait les moyens pour que la loi qui a été votée jusqu'à présent puisse être appliquée à tout niveau. Oui. Quels que soient les... Sur ce point, absolument. Vous êtes d'accord, il n'y a pas assez de moyens? Je suis d'accord, il n'y a pas assez de moyens. Il y a des mots forts qui ont été prononcés. Il faut les augmenter, accompagner les personnes qui seront libérées. Mais quels que soient les moyens et l'ampleur des moyens que l'on mettra en œuvre, il y aura toujours des récidives. De la même manière qu'il n'y a pas de société sans crime, le crime zéro n'existe pas, la guerre zéro mort n'existe pas, il y aura toujours des accidents, c'est-à-dire des personnes qui, en dépit des moyens, des accompagnements, réitéreront les crimes. Et malheureusement, c'est sur ces cas précis, qui sont de plus en plus rares, que se focaliseront les médias, l'opinion publique, qui alors dira que les moyens sont toujours insuffisants, etc. etc. Il n'y aura pas d'éradication absolue de récidive. Non, j'allais ajouter aussi les politiques... qui s'en emparent, quoi. Je veux dire, c'est bien de taper sur les doigts d'un juge d'application des peines. Après, il faut pas seulement lui taper sur les doigts, mais il faut peut-être d'abord nous expliquer comment ça fonctionne, le travail d'un juge d'application des peines, expliquer ça aux gens, parce qu'ils sont tout seuls ou pas, en tout cas, voilà, on leur dit, voilà, vous avez, je ne sais pas, je vais probablement dire une ânerie, mais 500 ou 600 dossiers à traiter, voilà, alors là, vous devez décider si lui, il peut sortir ou pas. Bon, s'ils sont 3, 4, 5 à prendre cette décision, c'est impossible. Encore une fois, c'est un manque de moyens. Alors, c'est bien facile de taper sur les doigts des juges d'application des peines, mais au lieu de taper... C'est pas le problème pour vous. Oui. Non, au lieu de taper sur les doigts, agissons. Encore une fois, agissons. Très bien, nous sommes d'accord là-dessus. Alors, je veux dire que quand même, sur ce sujet, je ne suis pas tendre avec la façon dont les choses sont conduites depuis un certain temps en matière judiciaire, mais la réorganisation du système de l'application des peines est tout de même quelque chose qui est important. Les juges d'application des peines, d'abord, ont plus de pouvoir aujourd'hui, et surtout, on a créé le tribunal de l'application des peines. On a créé un tribunal de l'application des peines pour les cas les plus graves, les plus importants, pas pour les petites récidives, pas pour les petites peines, mais pour les peines les plus graves, on a créé un tribunal de l'application des peines, où ils sont plusieurs, effectivement, pour prendre ces décisions.
Le problème n'est pas tellement celui de la décision du juge de l'application des peines qui a effectivement regardé un dossier, mais attendez, le dossier, c'est pas le juge de l'application des peines tout seul qui le fait, c'est la commission d'application des peines, c'est la prison, c'est les surveillants de prison, les médecins, le directeur, psychologues. les médecins, les psychologues. Les dossiers, un dossier de libération conditionnelle, c'est un dossier lourd, épais, qui nécessite une décision, et au bout du compte, c'est une décision judiciaire qui peut de surcroît être soumise à la chambre d'application des peines de la Cour d'appel aujourd'hui. Et dans la chambre de l'application des peines de la Cour d'appel, que ça soit bien ou que ça soit mal, il y a un représentant des associations de réinsertion et un représentant des associations de victimes. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, les mécanismes de mise en liberté conditionnelle sont des mécanismes solides. Le problème est celui de la réalité du suivi. Alors, rapidement, pour conclure cette émission, Nathalie Ménigon, dont on parlait, est en partie hémiplégique, dépressive. Francis Humain, elle doit bénéficier de la loi Kouchner comme Maurice Papon? Je n'en sais rien, pas le dossier. Si effectivement les rapports médicaux établissent cela, on peut penser qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une suspension de peine. Et on peut penser que sa place n'est plus en prison. Il n'y a pas d'opposition de principe? Évidemment pas. Maître Leclerc, il se trouve que vous avez participé à la défense de Lucien Léger. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Au moment où il a été défendu, je suis... 41 ans derrière les barreaux. C'est quoi votre commentaire aujourd'hui? J'ai connu cet homme au départ, j'ai connu cette affaire dramatique, tragique, qui avait secoué l'opinion publique. Le meurtre d'un enfant, on le rappelle. Cet homme a été condamné à bénéficier des circonstances atténuantes, que lui ont accordé les jurés, puisqu'il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à une époque où la peine de mort existait, il ne faut pas l'oublier. Et il y a 41 ans qu'il est en prison. Je le dis, moi je l'ai suivi pendant un certain nombre d'années. Nous sommes toujours heurtés sur ce sujet à une obstination des autorités. Et je dis que la détention de cet homme qui est... On va passer dans cette affaire, on va passer de la libération conditionnelle à la suspension de peine. C'est-à-dire que on va y arriver. C'est-à-dire que là, nous sommes en face d'une situation d'exception que je n'arrive pas à comprendre. Je ne suis plus son avocat aujourd'hui, mais je n'arrive pas à comprendre cette situation. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Le journal, c'est tout de suite, c'est sur LCI.